Bonjour, merci de votre fidélité. Bienvenue RFM Midi, l'heure du journal. Barthélémy Ngom. À la une, d'abord, cette interrogation, le Gamou de Tivaouane aura-t-il lieu cette année? Les fidèles Tidjanes restent suspendus à la décision du Khalif général, attendue d'un moment à l'autre. Déclaration que vous pourrez suivre en direct sur cette antenne. En revanche, c'est clair, les Moustarchidines vont célébrer la naissance du prophète Mohamed, paix et salut sur lui. Ce sera au champ de course. Le ministre de l'Urbanisme prend la défense du député Alioune Dembourou Sow. Selon Abdou Karim Fofana, les propos de son camarade de parti qui suscitent l'indignation ont été mal interprétés. Marché central de Kaolack, les marailleurs menacent de quitter. Il dénonce la gestion du directeur, le désordre et l'insalubrité qui caractérisent le marché. Et pour couronner le tout, la panne de l'unité de fabrique de glace. Le directeur répond. Les titres de l'actualité internationale. Bonjour, Georges Déthié-Diop. Bonjour, Barthélémy Ngom. En Guinée, le Front national pour la défense de la Constitution maintient son bilan des victimes lors des manifestations de cette année, malgré le démenti du gouvernement. 92 morts, dont 56 par arme de guerre. Au Niger, Mohamedou Issoufou, pas candidat à la présidentielle à venir. Le président nigérien a redit ne pas avoir l'intention de briguer un troisième mandat. Et puis aux États-Unis, plus de 10 millions d'électeurs ont déjà voté pour la présidentielle de novembre prochain. Le détail de toutes ces informations dans ce journal, Georges Déthié-Diop. Malal Diagne Junior, bonjour. Bonjour Barthélémy. À la une du sport, le match amical Sénégal-Mauritanie. Jour de match pour les Lions du Sénégal au stade Lat Dior de Thiès. Les Lions du Sénégal seront en quête de renaissance face au Mourabitoun à 19h. Basketball, revalorisation de la deuxième division. Le président de la Fédération sénégalaise de basketball dévoile sa feuille de route pour la nouvelle saison. Développement dans un instant, Malal Diagne Junior. Nous serons à nouveau avec Georges Déthié-Diop pour une lecture de la presse du jour. Et puis, Covid-19 et Maoulit. Quelles dispositions prendre pour éviter une propagation du virus, surtout pour les familles religieuses qui ont décidé de célébrer la naissance du prophète? Paix et salut sur lui, ce sera en fin de journal. Barthélémy Ngom. Abdoulaye Diop est à la technique. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Le Gamou de Tivaouane aura-t-il lieu cette année? Les fidèles Tidjanes restent suspendus à la décision du Khalif général. Serigne Babacar Sy Mansour va parler d'un moment à l'autre. Déclaration que vous pouvez suivre à tout moment en direct sur cette édition. Il va parler par la voix de Serigne Babacar Sy Dabar, plus connu sous le nom de Ndiol Fouta. C'est lui le porte-parole du jour en direct de Tivaouane. Cheikh Anta Diop, bonjour. Cheikh Anta Diop n'est pas encore en ligne. Cheikh Anta qui doit revenir, qui doit nous faire le point sur cette déclaration du Khalif général des Mourides attendue donc d'un moment à l'autre. En revanche, en attendant de retrouver Cheikh Anta, notez que le Daïra des Moustarchidines va célébrer le Maulid à Tivaouane au champ de course, mais ce sera dans le respect des mesures barrières. Écoutons Mahari Mbaye, le chargé de communication des Moustarchidines, au téléphone avec Eladji Ndiogou. Sur instruction du responsable moral, c'est de Mohamed Moussapassi, le Daïratul Moustarchidine ou le Moustarchidati va célébrer le Maulid comme d'habitude au champ de course de Tivaouane pendant la nuit de la célébration de la naissance du prophète. On a déjà tenu une réunion dans ce sens où les instructions du responsable moral ont été déclinées par le comité d'organisation. Maintenant, ce samedi 17 octobre, on va procéder au nettoiement de l'hippodrome qui va abriter la célébration du Maulid. Alors, le Gamou de cette année se déroule dans un contexte de pandémie du coronavirus. Concrètement, quelles sont les mesures que vous allez prendre au plan sanitaire? Voilà, sur le plan sanitaire, déjà, toutes les dispositions sont en train d'être prises. Déjà, il y a une cinquantaine de médecins, tous membres du Daïratul Moustarchidine ou le Moustarchidati, qui ont déjà pris les devants. Il y a une sensibilisation qui est en train d'être faite à l'endroit des disciples qui vont venir de toutes les régions du Sénégal, de la Mauritanie, de la Gambie, pour vraiment que ça se passe dans le respect des mesures barrières. C'était donc Mahari Mbaye, le chargé de communication des Moustarchidines. Je rappelle que les Moustarchidines ont donc décidé de célébrer le Maouloud de cette année à Tivaouane au champ de course.
Le point quotidien de la Covid-19 à présent. Je rappelle que nous allons tout de suite retrouver Cheikh Anta Diop. Le point quotidien donc de la Covid-19. 15 cas positifs sur les 924 tests réalisés ces dernières 24 heures. Aucun décès n'a été noté. Le docteur Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention au ministère de la Santé. Sur 924 tests réalisés, 15 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 1,62%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons 2 cas contacts suivis par nos services, 6 cas importés enregistrés au niveau de l'aéroport international Blaise Diagne de Diass et 7 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Bourguiba 1, Khombol 1, Médina 1, Nioro 1, Ouakam 1, Ourossogui 1 et Sacré-Cœur 1. 118 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 5 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Aucun décès n'a été enregistré ce lundi 12 octobre 2020. L'état de santé des autres patients hospitalisés est jugé stable. À ce jour, 15 307 cas ont été déclarés positifs, dont 13 508 guéris, 315 décédés et donc 1483 patients sous traitement. C'était le docteur Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention au ministère de la Santé et de l'Action sociale, midi 7 minutes. RFM, fréquence de modulation 94.0, la radio en puissance. Direction Saint-Louis après l'audition des 35 candidats à l'immigration clandestine. Ils ont été tous libérés par la gendarmerie sur ordre du procureur de la République. Ces jeunes, 16 Sénégalais, 14 Guinéens et 5 Gambiens, avaient pris départ à Mbour à la veille du Magal de Touba et sont même partis jusqu'à la frontière marocaine avant de connaître des ennuis mécaniques qui les ont obligés à rebrousser chemin. Mohamed Nabissila. Les 35 candidats à l'immigration clandestine auditionnés par la gendarmerie de Saint-Louis ont été tous libérés. Les renseignements ont permis de savoir qu'ils ont pris départ à Mbour avant de rallier les côtes marocaines où ils ont eu des problèmes mécaniques qui les ont obligés à revenir à Saint-Louis. Pour le nombre de passagers, ils étaient au moins 100 personnes. Selon ces clandestins qui ne savent plus à quel saint se vouer. Mais qu'est-ce qui explique la recrudescence des départs pour l'Europe? Baye Diallo, un acteur de la pêche, a répondu à la question. Pour la reprise de cette activité malsaine qui est en train d'être opérée par certains économiquement, aussi ça peut rapporter aux gens qui sont malhonnêtes pour pouvoir emporter des gens. Et que le climat, c'est un climat d'entre 2 saisons, l'hivernage et l'automne. C'est un climat qui est très clément, qui peut permettre à ceux qui connaissent très bien la mer d'aller quand ils le veulent et comme ils le veulent. Mais tout en sachant en raison garder qu'il y a des gens qui sont très malhonnêtes, qui essaient chaque fois d'opérer ces genres d'activités malsaines. Quoi qu'il en soit, la précarité de la vie et le problème du chômage des jeunes sont évoqués par ces candidats à l'immigration clandestine. RFM Saint-Louis, Mohamed Nabissila. Mohamed Nabissila, Cheikh Anta Diop est en ligne. Bonjour Cheikh Anta. Oui, bonjour Barlémy. On se pose la question de savoir si bien sûr le Gamou de Tivaoune aura bel et bien lieu cette année. Tous les fidèles tidjanes restent suspendus à la décision du khalife général Serigne Babacar Sy Mansour. Oui, nous attendons d'un moment à l'autre l'arrivée du porte-parole du jour, Serigne Babacar Sy Dabakh, plus connu sous le nom de Ndiol Fouta. Il va délivrer certainement le message du khalife général des Tidjanes sur la tenue ou non du Gamou de Tivaouane. Mais pour l'heure, la séance va se tenir à la grande salle de conférence de l'esplanade des mosquées. Et d'après certaines indiscrétions, le khalife général des Tidjanes, Serigne Babacar Sy Mansour, est absent. Et pour rappel, Serigne Babacar Sy, le khalife général des Tidjanes, avait fermé toutes les mosquées et mausolées de Tivaouane à cause de la pandémie et que tous les grands événements religieux avaient été annulés. Et nous attendons de voir plus clair, Barthémy, ce que va dire le porte-parole du jour, s'il y aura Gamou ou pas. S'il y aura Gamou ou pas, en tout cas, c'est une déclaration à suivre sur l'antenne de la radio Futur Média, le khalife général des Tidjanes, donc, qui va s'adresser aux fidèles Tidjanes d'un moment à l'autre par la voix du porte-parole du jour, Serigne Babacar Sy Dabakh. Vous l'avez dit, Cheikh Anta, plus connu sous le nom de Ndiol Fouta, déclaration que vous ferez suivre sur cette antenne. Le délibéré du procès opposant Cheikh Oumar Anne à Pape Alé Niang a été prorogé
Au 27 octobre prochain, les ministres de l'enseignement supérieur réclament 10 milliards de francs CFA de dommages et intérêts aux journalistes pour diffamation et à Modignan, ancien porte-parole de l'OFNAC pour complicité de diffamation, Cheikh Oumar Anne avait porté plainte après la publication de l'ouvrage de Pape Alé Niang sur la gestion du Centre des œuvres universitaires de Dakar, un ouvrage intitulé « Scandale au cœur de la République, le dossier du coude ». Le procès entre Maître Moussa Diop et Barthélémy Diaz, également renvoyé au 27 octobre prochain. Dans cette affaire, c'est l'ancien directeur général de la société Dakar Demdik qui a intenté une procédure judiciaire contre le maire de Mermoz Sacré-Cœur pour diffamation et injure publique. Il lui est réclamé 500 millions de francs CFA pour laver son honneur. Barthélémy Diaz avait fait une sortie virulente contre l'ex-patron de Dakar Demdik dans la presse à propos de la permanence de l'APR dont le terrain a été vendu au parti au pouvoir par la société de transport public. Un autre procès également renvoyé, c'est celui qui oppose l'architecte Pierre Goudiaby Atepa à la chanteuse Aby Ndour. Le prévenu donc, c'est prévu le 6 novembre prochain pour les plaidoiries. Pierre Goudiaby Atepa poursuit Aby Ndour pour diffamation. Cela fait suite à la sortie de l'artiste chanteuse qu'il a accusée de chantage sexuel dans l'affaire de l'occupation du lot donc situé sur la corniche ouest. Il faut rappeler, la justice a donné gain de cause donc à Aby Ndour dans cette affaire. La suite du journal et nous parlons de la divagation des animaux qui perturbe les rapports de bon voisinage à Diourbel. La situation risque d'aboutir à des confrontations entre populations si l'on y prend garde. Les maraîchers sont les plus impactés par ces animaux en divagation. Babacar Diouf. Les animaux en divagation dans la commune de Diourbel risquent de porter un coup fatal au rapport de bon voisinage séculaire. Déjà, le torchon brûle entre éleveurs et maraîchers. L'interpellation du président de l'Union régionale des maraîchers de la région de Diourbel par la police a été le dernier acte qui fera déborder le vase. Et la Ndiaye Djojo, leur porte-parole. C'est grave d'autant plus qu'en général, nous sommes des voisins. Les agriculteurs et les éleveurs sont souvent des voisins. Ça crée des problèmes et ce n'est pas bon entre des voisins. Et malheureusement, on a eu un cas dernièrement qui est très sérieux, nous sommes en train de mener des négociations pour qu'il y ait apaisement, mais rien n'y fait. En ce moment donc, nous sommes très inquiets. Le retour des fourrières municipales est alors une solution à ce problème aujourd'hui inquiétant dans la commune de Diourbel. C'est le même problème que nous vivons en tant qu'arboriculteurs. Nos haies sont détruites régulièrement par ces animaux. Les arbustes sont régulièrement détruits par les animaux en divagation et malgré les plaintes contre X, cela n'aboutit à rien. Il y a un autre phénomène dans la zone, je ne suis pas le seul à l'avoir subi, c'est qu'il y a effectivement dans la zone également des pyromanes, des gens qui viennent, qui mettent des feux de brousse partout et détruisent également nos produits inutiles. Et je crois qu'il est bon que l'autorité rappelle d'abord les dispositions légales et réglementaires quant à ces questions-là. Et par la suite, maintenant, prendre des mesures. Les fourrières existent, il faudrait qu'on amène les animaux en divagation dans les fourrières. C'est ça la bonne procédure. Actuellement, la situation est plus sérieuse dans la localité où société civile et bonne volonté se sont engagées à lui trouver une solution définitive. Diourbel, RFM, Babacar Diouf. Je vous l'annonçais en titre, la gestion du marché central de Kaolack qui irrite les marailleurs. Ils dénoncent le désordre et l'insalubrité qui caractérise le marché, mais ce qui leur fait le plus mal, c'est la panne de l'unité de fabrique de glace. Les marailleurs, qui n'écartent pas d'ailleurs de détourner leurs camions vers d'autres marchés, indexent la mauvaise gestion du directeur Ibrahim Diamé. Le marché central de poisson de Kaolack, plombé par son unité de fabrique de glace, le condenseur et le compresseur dans son état de vétusté avancé à l'arrêt depuis un mois, sont à l'origine de ces dysfonctionnements qui impactent négativement sur le travail des marailleurs qui dénoncent. Atoundiaï, vice-président de l'association des usagers du marché chargé de la communication externe. Vous l'avez constaté vous-même, les machines du fabrique de glace qui est en panne et qui a déroulé pendant 17 ans d'existence, sans rectification, sans vérification, sans rien. On n'a pas épargné une seule sou pour réparer les machines. Une machine qui roule 17 ans, vraiment il doit y avoir un épargne pour cette machine-là, pour que si il est tombé en panne, on puisse réparer cette machine-là. À côté de cette complainte, les marailleurs dénoncent également l'anarchie et le défaut d'entretien dans ce marché. Vous voyez le marché, vous voyez les routes impraticables, l'accès qui vous mène au marché est impraticable. Tout cela, c'est à cause du concessionnaire.
Il y a aussi quelque chose qui est très important, les ventes parallèles. Là-bas, appelé Khaïgi. Pour toutes ces raisons, ces spécialistes du poisson interpellent les plus hautes autorités du secteur de la pêche et n'écartent pas de boycotter ce marché aux poissons. Ah, si on n'a pas de solution, on va bloquer les camions. Nous lançons un appel au ministre de la Pêche, c'est notre ministre tutelle, de venir secourir le marché central aux poissons de Kaolack. À en croire ces acteurs, toutes les difficultés que traverse le marché central aux poissons de Kaolack sont dues à la défaillance du concessionnaire qui peine à remplir la mission qui lui est confiée et demande tout bonnement à l'État de lui retirer la gestion. Ibrahim Tchame, Kaolack, Radio Futur Média. Cheikh Ndaou, c'est lui le directeur du marché central aux poissons de Kaolack. Voici ce qu'il a dit à Ibrahim Diamé sur la panne de l'unité de fabrique de glace. C'est l'usine de glace qui a des problèmes. Et l'usine de glace est installée depuis 2003. La dernière rénovation qu'on a faite, c'était en 2013 avec la coopération japonaise. Mais depuis lors, le problème est là. On a un matériel complètement amorti. De ce fait que chaque mois ou chaque 2 mois, il y a des pannes. Ce qui a fait que les 2 derniers mois, au mois de juillet et août, on a noté 2 pannes. Les 2 pannes, on a dépensé 7 441 000. Lorsque les machines ont redémarré, en fin septembre, une nouvelle panne est déclarée. Jusqu'à présent, les machines n'ont pas encore démarré. Mais la panne a été détectée et réparée. Maintenant, on a fait une commande du produit qu'on appelle ammoniac et nous n'avons pas encore reçu cette commande-là. C'est ce qui fait que l'usine ne marche pas pour l'instant. Malgré ces problèmes-là, nous, comme on est là comme directeur, on est appelé à faire des stratégies. C'est pourquoi on a fait des projets de fabrique de glace et de mini-centrales solaires pour un peu alterner le courant de la Sénélec et le courant solaire. Cheikh Ndaou, le directeur du marché aux poissons de Kaolack, il est midi 17 minutes. Vous suivez le journal sur la radio Futur Média et je vous en remercie. RFM. L'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Le ministre Abdou Karim Fofana prend la défense du député Alioune Dembarou Sow, dont les propos appelant à s'attaquer à ceux qui s'opposent à un 3e mandat de Macky Sall suscitent l'indignation. Pour le responsable apériste, il y a eu une mauvaise interprétation des propos de son camarade de parti. Abdou Karim Fofana était l'invité d'RFM Matin ce mardi. Je connais bien Aliou Dembarou Sow, on se connaît depuis 10 ans. C'est quelqu'un qui n'est pas du tout violent et c'est quelqu'un de très responsable. Je pense que ce sont les médias qui interprètent mal. C'est celui qui entend qu'il y a des problèmes, c'est pas celui qui parle. Lui, il sait de quoi il veut parler. C'est un proverbe alpulaar qu'il utilise. Je connais bien Aliou Dembarou Sow. Si c'était vraiment l'objet de son propos d'appeler à la violence, je serais le premier à le dénoncer. Mais je pense que c'est une mauvaise interprétation d'un proverbe alpulaar qu'il a essayé d'utiliser pour appeler peut-être ses militants. Que ça soit une mauvaise interprétation ou non, Aliou Dembarou Sow demande aux membres de sa communauté de s'attaquer à ce qui s'oppose à un éventuel 3e mandat du président Macky Sall. Ce sont des propos graves quand même. Je ne le pense pas. Moi, ce que je voudrais vous dire, vous savez, moi, les questions liées au mandat, chaque fois je le dis. Nous sommes dans une démocratie, mais une démocratie, ça ne sert pas seulement à élire. Ça sert à élire, mais ça sert aussi à réaliser des programmes pour les populations. Il y a le temps des élections et le temps du travail. Nous sommes dans le temps du travail. Je pense que ces débats sur le mandat ou ce genre de choses, c'est inutile. Abdou Karim Fofana, le ministre de l'Urbanisme, midi 20. RFM. L'actualité internationale. Bienvenue Georges Dethié-Diop. Merci Barthélémy Ngom. En Guinée, le FNDC persiste malgré les contestations des autorités sur le bilan des victimes tuées par les forces de défense et de sécurité au cours des manifestations de cette année. Le Front national pour la défense de la Constitution maintient le bilan de 92 personnes tuées, dont 56 par armes de guerre, et annonce déjà qu'il ne reconnaîtra pas une victoire de Alpha Condé à la présidentielle de dimanche prochain. Là-dessus, Abdoulaye Oumousso, porte-parole du FNDC, joint à Conakry. Au-delà de persister sur nos chiffres, le document est à la disposition de tous. Nous avons expliqué dans ce document comment les personnes ont été tuées, par qui ils ont été probablement tués, parce que dans certains cas, il y a des témoins en place qui reconnaissent les agents qui tirent sur les gens. Au-delà de tout cela, la documentation, elle est explicite et elle indique tout ce qui s'est passé. Vous savez que nous sommes dans un gouvernement dictatorial et ce gouvernement est dans le déni total. Vous savez que le seul détenteur de l'arme ici, en République de Guinée, c'est les forces de défense et de sécurité. Et Alpha Condé, d'ailleurs, l'avait annoncé depuis un moment que dans certains pays, il y a eu des morts d'hommes, mais les constitutions sont passées. Ça veut dire que ce sont des actes qui ont été prémédités par lui-même et exécutés par ses sbires. Alors, 92 morts, vous dites,
dimanche prochain, c'est la présidentielle. Êtes-vous pour autant inquiet? Oui, nous nous inquiétons, mais ce n'est pas cette inquiétude qui va nous faire abandonner la lutte que nous menons. Nous menons une lutte contre une dictature. Nous l'avons entamée depuis le 3 avril 2019. Nous continuons cette lutte jusqu'à ce que M. Alpha Condé quitte le pouvoir. Nous savons que le 18 octobre prochain est une étape pour le blanchiment de son coup d'État qu'il a entamé depuis le 22 mars dernier. Et nous ne reconnaîtrons pas une victoire supposée d'un despote qui déjà est dans la peau d'un putschiste. Vous savez que c'est un putschiste constitutionnel qui est en train d'être combattu par le peuple de Guinée. Et le combat du peuple de Guinée continuera jusqu'à ce qu'il quitte le pouvoir. Parce que nous estimons que le 18 prochain, c'est le blanchiment de son coup d'État. Abdoulaye Oumou-Sow, membre du FNDC, le Front National, la défense de la Constitution en Guinée, qui émet des réserves sur la tenue de la présidentielle. Le dimanche prochain, Georges Déthié Diop, on enchaîne avec le Niger, avec son président, Mahamadou Issoufou. Il n'a pas l'intention, dit-il, de briguer un troisième mandat. Il l'a dit et répété. L'idée de se présenter pour un troisième mandat lors de la présidentielle à venir ne lui traverse pas l'esprit. Mahamadou Issoufou a insisté sur l'importance d'avoir des institutions démocratiques fortes. Il est au micro de nos confrères de France 24. Je ne me présente pas à un troisième mandat parce que j'estime que ça fait partie des promesses que j'ai faites au peuple nigérien. Très rapidement, les élections seront transparentes? Les élections au Niger seront libres et transparentes parce que ça fait partie des promesses que j'ai faites au peuple nigérien d'avoir des institutions démocratiques fortes. Je vous confirme que je ne vais pas briguer un troisième mandat. Je sais qu'il y a d'autres pays africains où il y a des troisièmes mandats, mais j'ai toujours dit que chaque pays est un cas particulier. Chaque pays a ses particularités. Ceci étant dit, donc si je n'apprécie pas ces cas particuliers, mais je peux donner une appréciation sur la tendance générale en Afrique. La tendance générale en Afrique est à la limitation des mandats, parce que les peuples veulent la limitation des mandats, parce que les peuples veulent la respiration démocratique. Et la respiration démocratique, c'est non seulement des élections transparentes, mais c'est aussi l'alternance. Et pour que cela soit possible, il faut des institutions démocratiques fortes qui permettront, qui peuvent fonctionner, quel que soit celui que le peuple aura choisi pour les diriger. En Guinée-Bissau, le président parle de la justice. Selon Omaro Sissoko Embalo, elle devrait pouvoir moraliser la société, mais également contribuer à la résolution de certains maux comme la criminalité, le trafic de drogue, la corruption, le blanchiment d'argent noir Mankali. Le chef de l'État Oumar Sissoko Embalo s'exprimait lors de la cérémonie de la célébration de la Journée nationale de la justice, célébrée cette année sous le slogan « La justice à la portée de tous ». Embalo a souligné que la justice partout dans le monde est un instrument puissant de participation sociale dans la défense des droits fondamentaux et de l'ordre démocratique. Le chef de l'État a déclaré qu'il serait impossible de parler de lutte contre le crime organisé sans une justice indépendante, efficace et pacifique. Sissoko Embalo a assuré que le gouvernement s'est engagé à rechercher des partenariats pour améliorer les conditions de travail et la création d'infrastructures adéquates pour le fonctionnement des institutions judiciaires sur tout le territoire national bissau-guinéen. Embalo a appelé les partenaires nationaux et internationaux à se joindre aux efforts du gouvernement pour réformer le secteur et à encourager tous les opérateurs de la justice à continuer à travailler pour l'affirmation du droit judiciaire et le service de la justice dans le pays. Pour sa part, le ministre de la Justice, Fernando Mendonça, a souligné que le secteur de la justice est confronté à des difficultés de diverses natures, à savoir l'insuffisance des infrastructures pour les services de justice, l'insuffisance du personnel et l'accès à la justice encore limité. Mendonça a déclaré que les tribunaux et les procureurs ont cruellement besoin des ressources humaines pour la Cour suprême de justice, pour la Cour d'appel, aux tribunaux régionaux et sectoriels. Nouamé Kelibissau, RFM. Et puis pour terminer, aux États-Unis, plus de 10 millions d'électeurs ont déjà voté pour la présidentielle du 3 novembre prochain. Leurs bulletins de vote ont été transmis par anticipation en nombre plus important qu'il y a 4 ans, laissant anticiper donc un taux de participation record selon Election Project qui compile les données sur le vote anticipé. Merci beaucoup Georges Déthié Diop. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM.
Covid-19 et Maulid, on évoque le sujet dans la rubrique Point de vue. Quelles dispositions prendre pour éviter une propagation du virus? Débat donc en fin de journal. Je rappelle que nous serons avec le Dr Ousmane Gueye, directeur du service national d'éducation et d'information pour la santé, mais également avec le Dr Fali Louba, spécialiste de la communication et des changements de comportement. RFM Sport. Bienvenue Malal Diagne Junior. Merci Barthélémy. Les Lions du Sénégal jouent ce soir à Thiès. Ce sera pour le compte la deuxième sortie amicale de l'équipe nationale du Sénégal entraînée par Aliou Cissé face à l'équipe de la Mauritanie. Une rencontre qui va donc se dérouler à 19h à Thiès. Les Lions du Sénégal battus vendredi dernier par le Maroc ont l'obligation de faire un résultat positif. Déjà à Thiès, c'est l'effervescence devant le stade Lat Dior, nous dit Cheikh Anta Diop. Sénégal-Mauritanie, ce sera un match tactique, physique et technique. L'équipe nationale du Sénégal va faire mieux à Thiès, selon Cheikh Amala Traoré, ancien entraîneur. Et ce mieux-là, il le fera avec la Mauritanie. Mais moi, je suis confiant et je suis sûr d'une chose. Aliou Cissé, il va battre cette équipe-là, mauritanienne. Ça, c'est sûr. Parce qu'il a appris beaucoup de choses avec cette défaite. Il a même reçu un carton. Vraiment, ce qui n'est pas dans ses habitudes. Il était dans ses gonds. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, mais bon sang, ce que j'ai dit aux gosses, ils ne l'ont pas appliqué. On a vu une défense là qui dormait, qui était absente. Il n'y avait pas le boulot d'équipe comme l'a dit Joe. Tout ça là, c'est des critères à faire valoir pour retenir ce qu'il y a d'essentiel pour apporter un mieux. Joe Diop, un Thiessois bon teint et ancien sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal, selon lui, Aliou Cissé a la capacité technique pour battre cette équipe de la Mauritanie. Restons optimistes. Je crois que Aliou Cissé aura la grande capacité de tirer les leçons de ce match contre le Maroc. Ce n'est pas la fin du monde, ce n'est pas la fin du siècle. Je crois qu'un se divise en deux. Au terme d'un match, faisons le bilan de ce match-là, tirons les leçons d'un point de vue positif comme d'un point de vue négatif, et puis capable aussi de transformer ce tout. Ce tout globalisé, en tout cas, nécessite une conduite pédagogique de préparation et de constance. Le duel de ce mardi entre le Sénégal et la Mauritanie, malgré la pandémie, les Thiessois sont plus que déterminés à accompagner l'équipe nationale du Sénégal. Sur le travail, qu'est-ce qu'il y a pour nous donner les immunités, nous supporter Lyon. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Du côté de la Mauritanie, l'on s'attend à une rencontre difficile puisque les Lions ont été battus et c'est donc un Lion blessé qui va se présenter devant eux. Abdurrahman Diallo. L'équipe mauritanienne estime que le Sénégal viendra en revanchard après sa défaite contre le Maroc la semaine dernière. Corentin Martin. N'importe quelle équipe qui perd un match, le match suivant, elle redouble de motivation et veut justement effacer cette défaite. Je pense que le Sénégal sera dans cette idée-là. Ils vont vouloir bien sûr venir nous presser sûrement, en tout cas nous mettre la pression, oui, pour essayer de gagner ce match parce qu'ils savent qu'il faut qu'ils fassent oublier la défaite contre le Maroc, mais pour nous ça ne changera pas grand-chose. On sait qu'en face de nous on a une équipe de qualité avec des grosses individualités et nous on va faire notre match d'habitude en essayant de donner le maximum et essayer de poser des problèmes au Sénégal. L'entraîneur de la Mauritanie ajoute que cette rencontre avec les Lions va permettre aux Morabitoun de bien préparer les phases éliminatoires. Là on a 2 compétitions qui vont venir, c'est au mois de novembre la qualification pour la CAN, bien sûr que on s'est qualifié pour la première fois de notre histoire à la dernière CAN en Égypte en 2019. Donc bien sûr qu'on veut de nouveau se qualifier pour la prochaine CAN. Donc l'objectif, ça va être ça. Et puis la Coupe du Monde, essayer de prendre les matchs les uns après les autres. A rappelé que la Mauritanie a battu la Sierra Leone vendredi dernier 2-1 et c'était un match amical. RFM Bourg, Abdurrahman Diallo. Abdurrahman Diallo a noté également au niveau du programme, l'Algérie jouera contre l'équipe de Mexique. La Tunisie fera face au Nigeria. L'équipe de l'Angola défiera celle du Mozambique et la Côte d'Ivoire va jouer contre le Japon. Basketball, Malal Diagne Junior, le président de la Fédération sénégalaise, veut relancer les ligues régionales. Il l'a dit à Thiès où Maître Babacar Ndiaye, président de la Fédération sénégalaise de basket, était en tournée sur le terrain pour le résumer.
En visite à Mbour pour s'enquérir des préoccupations des acteurs du département, le président de la Fédération sénégalaise de basketball prend bonne note et compte aider, surtout au niveau de la 2e division. Maître Babacar Ndiaye. Nous voulons que le basket soit développé à la base et que toute chose à construire, il y aura forcément des problèmes à surmonter. Maintenant, la Fédération a pris bonne note des problèmes qui ont été posés, surtout l'arrêt du championnat, parce qu'ils pensent qu'il y a trop d'arrêts. Et Inch'Allah, on tâchera à ce que cette année-là, les championnats puissent se dérouler de façon continue. Je l'ai simplement dit que pour qu'ils puissent continuer à jouer sans arrêt, nous avons simplement besoin du retour des pièces justificatives, des pièces comptables pour pouvoir programmer une autre journée. Le président du district de basket de Mbour se réjouit de l'engagement du président de la fédération. Pape Diop se dit satisfait. Il n'a pas hésité à répondre à certaines questions et certaines suggestions que les gens ont eu à faire. Je pense que le président est disposé à accompagner le district du département de Mbour dans sa politique de développement du basket. Et je pense qu'aujourd'hui, nous, on a une entière satisfaction de l'échange qu'on a pu avoir avec le président. Lors de cette visite, le président de la fédération a rappelé le démarrage de la saison prévu le 19 décembre pour la première division et le 6 février pour la 2e division. Sur ce, le président de la Ligue de chess se dit prêt à accompagner les équipes de sa région, Lamine Sissé. On va essayer de les accompagner, ne serait-ce que pour leur permettre de se maintenir et éventuellement d'avoir des titres comme les autres. À l'orée de la nouvelle saison, le président de la fédération entend mettre également un dispositif pour mieux encadrer les écoles et centres de formation dans les régions. Barthélémy, merci Malal. Rendez-vous à 19h pour le match. Merci Sénégal-Mauritanie, coup d'envoi 19h au stade Lat Dior de Thiès. Merci Malal Diagne Junior. Il est midi passé de 32 minutes. RFM, la radio autrement. Et nous reparlons de l'affaire du député Alioune Dembourou Sow. Mohamed Ali Mouba a donné la parole à des spécialistes du langage. Vous le savez, le député dit ne rien regretter puisqu'il ne parle pas d'armes blanches mais de cartes d'électeurs. Alors, la spécificité du langage existe-t-il lorsqu'on parle? Point d'interrogation. Réponse dans ce mini-dossier réalisé par Mohamed Ali Mouba. Peut-on voir derrière les propos du député Aliou Dembourou Sow une spécificité langagère de nature à rester herméneutique pour un non-initié? Pas impossible selon le sociologue Gibi Diakhaté. D'une façon de parler acceptée dans un groupe ethno-linguistique donné à un autre groupe, et il se peut qu'il y ait des malentendus. Donc au sens propre du terme, l'expression utilisée peut être interprétée autrement. Et ça crée ce que l'on peut appeler un conflit d'interprétation. Alors, ce qui veut dire que le langage devient une affaire excessivement complexe, il ne rend pas toujours ce que nous attendons. Et donc l'autre a tendance aussi à comprendre autrement ce que je dis. Et à partir de ce moment-là, ça crée des situations de malentendu. Lorsqu'on se réfère maintenant à une échelle beaucoup plus large, qui est une échelle d'une nation regroupant des communautés différentes, c'est là où on doit faire preuve de beaucoup plus de flexibilité et mettre à la disposition des autres les explications qu'il faut pour qu'ils comprennent les nuances à partir desquelles nous parlons. Pour Aliou Dembourou Sow, les machettes et autres coupe-coupe dont il parle ne signifient pas forcément arme blanche. Ça peut être carte d'électeur. Justement, le socio-anthropologue Sylvain Landry-Faye attire l'attention de tout locuteur sur les aspects symboliques du langage. Le sujet parlant n'est pas forcément maître de son langage. À travers ce qu'on dit, on est aussi dans une forme de violence symbolique, ok? Donc le langage, c'est un marché au sein duquel en fait les échanges sont aussi des rapports de pouvoir symboliques. C'est là où aussi on actualise, comme dit Bourdieu, les rapports de force entre les locuteurs et les groupes qui reçoivent. C'est pourquoi le sociologue Gibi Diakhaté estime que le locuteur aurait dû prendre la parole pour préciser sa pensée au lieu de rester sur ses grands chevaux et entretenir inutilement la confusion au sein de l'espace public. RFM, la presse du jour. La presse de ce mardi, lue, commentée par Georges Déthidiop. Ousmane par-ci, Sonko par-là, le leader de Pastef dans presque tous les journaux. C'est à la faveur de sa sortie sur l'affaire Terme Sud et de sa visite aux familles déguerpies. Ousmane Sonko a dénoncé une mafia d'État sur le foncier, une mafia orchestrée par le régime de Macky Sall pour satisfaire sa boulimie foncière, comme le rapporte l'Observateur. En effet, selon Vox Populi, Sonko accuse le président Macky Sall de faire du business foncier et d'avoir vendu les immeubles de l'État au centre-ville. L'AS rapporte ses propos
propos selon lesquels le régime a voulu disposer du site de Terme Sud de 15 hectares pour le projet Zéro Bidonville. Il ajoute que l'État a vendu l'immeuble Brière de Lille qui est en face de l'Assemblée nationale. Ainsi, l'AS affirme qu'Ousmane Sonko éventre un gros deal. Tribune fait état d'un deal éventré au sommet. Pour Walf Quotidien, Sonko démolit Macky. Vox Populi parle de nouvelles salves de Sonko sur Macky. Le journal qui se fait par ailleurs l'écho du démenti du directeur du patrimoine bâti de l'État. Yahya Abdul Khan déclare que c'est faux. L'État n'a pas vendu ses immeubles. Ces opérations, selon lui, sont réalisées dans le cadre de la valorisation du patrimoine bâti de l'État. Dans l'Observateur, le ministre de l'Urbanisme, Abdou Karim Fofana, démonte aussi les accusations de Ousmane Sonko qui, selon lui, a une approche archaïque de l'administration. Alors que certains journaux se font l'écho des propos de Sonko qui dénonce une mafia foncière, Enquête propose un dossier sur la départementalisation annoncée de Keur-Massar. Le journal qui parle d'une grande arnaque souligne que les arguments ne manquent pas pour mettre à mal le projet relatif à la départementalisation de Keur-Massar. Saucissonnage du territoire, manœuvre politicienne, politisation de la décentralisation, entre autres. Pourtant, de l'avis de mon confrère, les enjeux de développement semblent palpables aux yeux de certains experts. Dans le secteur de la santé, l'Observateur fait état d'un nouveau traitement anti-sida au Sénégal. L'Obs informe que, pour davantage limiter la propagation du sida, il y a une nouvelle méthode de prévention aux côtés du préservatif. Cette méthode appelée prophylaxie, pré-exposition, PrEP, est destinée aux personnes n'ayant pas systématiquement le préservatif. Au Sénégal, indique l'Observateur, la phase pilote s'est révélée concluante. La secrétaire exécutive du Conseil national de la lutte contre le sida confie que la PrEP est sûre à 100%. Elle a été bien étudiée et c'est efficace. Mais Dr Safié Toutiam précise qu'il faut éviter d'arrêter de mettre des préservatifs. Toujours dans l'Observateur, la trajectoire de Aliou Dembourou Sow, l'étonnante histoire du très mystique député de Ranérou, ses dons présumés en voyance et pratiques occultes. Source A s'y met aussi. Le journal dresse le profil psychologique du député Aliou Dembourou Sow, tristement rendu célèbre par son apologie de crimes présumés. Fils d'un ancien chef de canton, Aliou Sow est réputé têtu, opiniâtre. Le jour où il a pris le contre-pied du président en réunion du secrétariat exécutif national de l'APR, tout sur ses connaissances mystiques et la position de l'association pour la renaissance du Poulard, Tabital Poulagou, Sénégal, c'est à lire à la page 5 de Source A. À la page de titre du quotidien Le Quotidien, Tivavone cherche sa voix. 4 mois après le décès de son porte-parole, Serigne Pape Malick Sy. Selon le journal, le khalife général des Tidianes recourt à des porte-paroles du jour. Ainsi, le quotidien se pose la question de savoir qui aura la lourde tâche de porter la parole de la famille de Seydi El Hadj Malick Sy et de la confrérie Tidiane. Seul Serigne Babacar Sy Mansour détient la réponse, indique mon confrère. Le khalife des Tidianes s'exprime ce matin sur l'organisation du Gamou. Les sports pour terminer, football en attraction ce soir à 19h, le match amical Sénégal-Mauritanie au stade Lat Dior de Thiès. Chaud derby à Thiès, s'exclame Stade pour record, gagné pour chasser le doute. À vos kiosques et bonne lecture. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Nous en arrivons maintenant à point de vue Covid-19 et Maulid. Quelles dispositions prendre pour éviter une propagation du virus, surtout pour les familles religieuses qui ont décidé de célébrer la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Nous sommes en ligne avec le docteur Ousmane Gueye. Docteur, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du service national d'éducation et d'information pour la santé. Notre deuxième intervenant, le docteur Falilou Ba, spécialiste de la communication et des changements de comportement. Monsieur Ba n'est pas encore en ligne. Il est en ligne. Monsieur Ba, bonjour. Ah, bonjour, monsieur Ngom. Voilà, je le disais tout à l'heure, vous êtes spécialiste de la communication et des changements de comportement. D'abord, la parole à vous, monsieur Ba. Vous, en tant que spécialiste de la communication et des changements de comportement, on s'achemine vers le Maulid qui célèbre la naissance du prophète, paix et salut sur lui. On l'a vu avec le Magal de Touba, certains doutaient comment faire pour respecter davantage les gestes, faire respecter les gestes barrières pour éviter une propagation du virus. Oui, en réalité, je pense qu'en fait que les circonstances actuelles de la maladie, avec cette tendance baissière, doit être un moment de réjouissance. Mais elle ne doit pas être aussi un moment pour baisser la garde. Car pour rappel, vous savez que la Covid nous a démontré que c'est une maladie sournoise avec la deuxième vague en Occident. Et on a vu d'ailleurs, docteur, ce qui se passe en France aujourd'hui.
Oui, c'est ça en fait. C'est pour montrer en réalité qu'il ne faut jamais se dire que c'est fini. Il faudra donc respecter et continuer à respecter. Or, les cérémonies religieuses qui pointent à l'horizon, qui sont les gamous, sont des périodes à risque. Avec des rassemblements, les foules, la promiscuité, et ça doit nous amener à plus de responsabilité, à plus de vigilance. Et pour cela, je pense qu'il faudra adopter une communication qui est adaptée en cette circonstance-là. Or, je pense qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas moins du contenu du message qui est important, parce que je pense que les Sénégalais ont compris maintenant le contenu des messages, mais je pense que là, il faudra agir, c'est sur 2 leviers. Le premier levier, c'est l'émetteur qui doit parler, et le deuxième levier, c'est la circonstance. Quel est le contexte dans lequel on doit parler? Pour ce qui est en fait, à mon avis, du premier, ce qui est en réalité qui doit parler, je pense qu'aujourd'hui, donner la parole à ces guides religieux ou à leur entourage, les khalifes, je pense que ce serait une belle opportunité. Laisser la parole aux chefs religieux, à leur entourage. Oui, parce qu'en réalité, je pense que c'est moins le contenu, mais l'émetteur. Parce qu'en fait, avec leur personnalité, avec tout ce qu'ils représentent, le symbolisme, la relative du parole, ces gens-là, quand ils vont s'adresser à des fidèles, ces fidèles seront beaucoup plus à même de recevoir et de souscrire à leur discours. Je pense qu'il serait intéressant de les inviter et de les inciter à prendre la parole dans cette circonstance précise pour encore davantage engager les fidèles à respecter les gestes barrières. Les gestes barrières. D'accord, je reviens à vous tout à l'heure, M. Ba. Docteur Gueye, M. Ba l'a soulevé tout à l'heure, il ne faut pas baisser les bras, mais on constate malheureusement sur le terrain que tel est le cas. Mais merci Barthélemy. Permettez-moi tout d'abord de dire bonjour à vos auditrices et auditeurs et profiter de cette occasion pour saluer mon co-débatteur Dr Ba et dire qu'effectivement, comme vous l'avez si bien dit, le ministère de la Santé et de l'Action sociale n'attend pas ou bien n'a pas attendu quand même qu'il y ait une déclaration de vouloir tenir ces manifestations religieuses. On s'est préparé en conséquence et le dispositif que vous avez pu remarquer à Touba, c'est ce même dispositif qui sera déployé au niveau de tous les foyers religieux. Mais je pense que vous avez si bien dit effectivement qu'aujourd'hui nous remarquons une certaine, un certain relâchement. Un certain relâchement de la population, peut-être dû à cette tendance baissière ou bien peut-être dû également à cette lutte de longue haleine, comme vous le savez, c'est 7 mois de crise sanitaire aujourd'hui. Peut-être également dû au fait que, comme il l'a si bien dit, aujourd'hui, il faudra peut-être voir ceux qui doivent parler et pour qui parler, et avec qui parler, et la destination même du message. Je pense également... Et que dire aussi. Et que dire également, je pense que c'est important aussi de le faire. Mais tout compte fait. Aujourd'hui, je pense que le discours est toujours le même, ne baissez pas les bras. Je pense que ça, c'est fondamental. Mais aussi, on ne peut pas vraiment s'enfermer, s'emmurer aujourd'hui pendant 7 mois sans pour autant faire nos activités normales, quotidiennes et surtout religieuses également. Mais ceci s'accompagne par vraiment le respect des gestes barrières. S'accompagne effectivement par la connaissance de cette pathologie, mais également les moyens à mettre à la disposition de la population pour éviter cette pathologie. Et les moyens, il n'y en a pas 50. Les moyens, c'est les gestes barrières. Il l'a dit, tout le monde l'a dit, les moyens, c'est les gestes barrières. Ça, c'est un comportement. C'est un comportement. Je pense qu'aujourd'hui, les Sénégalais, quand il s'agit de connaissances, ils connaissent très bien la maladie. Quand il s'agit aujourd'hui de parler des gestes barrières, ils connaissent très bien ces gestes barrières. La population aujourd'hui, je ne dirais pas une majorité, mais une certaine frange de la population s'approprie aujourd'hui de ces gestes barrières. Mais le reste de la population qu'il faut amener à s'approprier de ces gestes barrières. Mais concernant le point nodal, c'est-à-dire les manifestations religieuses, je pense que fondamentalement, il faut que les chefs religieux se prononcent. Et le ministère de la Santé est en train de travailler sur ça. Peut-être aujourd'hui, nous attendons vraiment la déclaration officielle du Khalif général de Tidjane. S'il y a une déclaration officielle qui autorise aujourd'hui la tenue du Gamou, je pense que nous pourrons avoir effectivement ces déclarations des chefs religieux. Les foyers qui ont déjà déclaré, nous aurons leur déclaration et nous sommes en train de travailler pour ça. Et également, comme je l'ai dit,
tout au début, nous travaillons en étroite collaboration avec ces foyers. Mais comment comptez-vous y prendre? Si l'on sait, pour le cas du Gamou, tout le monde savait que le lieu c'était Touba, la ville sainte. Tous les talibés avaient rallié la ville sainte. Alors pour le Maoulid, tel ne sera pas le cas. Il y aura des gens qui seront là, d'autres ailleurs. Comment comptez-vous organiser tout cela? Vous savez, le Sénégal compte 79 districts sanitaires. 79 districts sanitaires, 14 régions médicales et aussi des directions nationales. Je vous dis que le dispositif qui a été mis en place à Touba sera exactement le même dispositif qui sera déployé au niveau de tous les foyers. Et les moyens seront suffisants? Et les moyens seront là. C'est ça à coup sûr. Nous travaillons avec ces foyers religieux, nous travaillons avec toutes les bonnes volontés, mais l'État a mis vraiment les moyens nécessaires pour effectivement couvrir ces événements religieux. Nous serons présents à Touba et à le Gamou également, mais nous serons présents à Taouad, nous serons présents à Ndiassane, nous serons présents à Kaolack, nous serons présents un peu partout dans le Sénégal où vraiment il y a ces événements religieux. D'accord, je reviens à vous tout à l'heure, M. Gueye. M. Ba, alors dans un contexte où on note un relâchement, vous êtes spécialiste de la communication et des changements de comportement. À l'heure actuelle, quel discours tenir à l'endroit des populations? Et puis je rejoins le docteur Gueye, que je salue aussi, de dire en réalité que le contenu du message restera le même forcément. En réalité, ça va porter un peu sur le respect des gestes barrières. Pour moi, à mon avis, il faudra faire évoluer la communication sur d'abord l'émetteur, comme je l'ai dit, mais également sur le contexte. Parce qu'en réalité, quand nous sommes dans des périodes de gamou, il faudra dire que ce sont des occasions pour un fidèle de manifester à son guide son allégeance, sa soumission et sa fidélité. Donc, dans ce contexte-là, le discours du calife et des guides appelant à des édicts, appelant à des ndigals, appelant à des directives à suivre, je pense que c'est extrêmement important et c'est propice parce que ce sera entendu et respecté, parce que le fidèle va montrer et va prouver à son guide sa croyance et sa piété. La raison, c'est que dans les circonstances d'énonciation, quand on parle de communication, la plupart du temps, quand la circonstance est en harmonie avec le contenu du message, alors ça prédispose psychologiquement le fidèle, le récepteur, à suivre et à souscrire. Donc pour moi, c'est une occasion de travailler encore une fois sur deux leviers. Amener les khalifes, les guides à porter le discours et ensuite profiter du contexte parce que c'est une occasion propice pour amener, solliciter les religieux à prendre la parole et à s'adresser directement aux fidèles en leur rappelant que le lien de fidélité qui tient à eux se traduit également par le respect de leur discours. Et donc, si le discours il est donné, j'en suis convaincu qu'ils seront entendus et suivis à la lettre. Et comme le dit le docteur Gueye, je pense qu'il faut beaucoup d'efforts, mais encore une fois, c'est extrêmement difficile de parcourir tous les foyers religieux. Et ce qu'il faudra donc, je pense, mettre à profit ces foyers religieux à encore travailler là-dessus et puis être de vrais partenaires pour pouvoir continuer le travail à faire. D'accord, merci beaucoup docteur Falilouba. On vous retrouve tout à l'heure dans le journal en Wolof. Docteur Gueye, je termine avec vous. Ça fait 6 à 7 mois qu'on sensibilise, qu'on émet en tout cas bien sûr des messages à l'endroit de la population. La maladie, on note une tendance baissière. On note malheureusement un relâchement des populations, vous l'avez dit tout à l'heure. Aujourd'hui, vous avez évoqué le dispositif que vous comptez mettre en place, en tout cas au niveau des foyers religieux. Mais la question aujourd'hui, c'est les rassemblements, puisque souvent c'est un peu difficile, voire même impossible, d'interdire certains rassemblements. Oui, vous avez parfaitement raison. C'est parfois difficile d'interdire certains rassemblements. Mais je crois qu'aujourd'hui, l'exemple de Touba doit nous servir. Parce qu'effectivement, les gens affluent vers ces foyers religieux, mais le lieu de rassemblement, le plus souvent, c'est autour des mausolées, c'est autour des mosquées. C'est à ce niveau vraiment qu'il faudra insister effectivement sur le respect rigoureux des gestes barrières tels que le port de masque, la distanciation physique et le lavage des mains ou bien l'utilisation des gels hydroalcooliques. Je pense qu'à ce niveau, si nous parvenons à le faire, ça peut régler énormément de choses. Mais vous l'avez si bien dit, vraiment aujourd'hui, cette collaboration qui existe entre le ministère de la Santé et de l'Action sociale et les foyers religieux nous permet quand même, dans toutes les maisons, dans tous les foyers, au niveau des zones périphériques, de pouvoir vraiment
sensibiliser ces personnes. Mais Barthélémy, vous allez me permettre de dire une chose. Vous savez, le contenu de Ndigal aujourd'hui au Sénégal, venant des chefs religieux, vraiment, il faudra comprendre son sens autrement. Ce n'est pas une recommandation tout simplement, mais c'est une connotation spirituelle, de telle sorte que quand on parvient aujourd'hui à avoir vraiment l'engagement des chefs religieux, le message des chefs religieux, le plus souvent, on a presque 100% d'adhésion. Je pense que ça, c'est fondamental. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous pensons vraiment, nous travaillons vers ça pour avoir effectivement le message des chefs religieux au niveau de toutes les familles religieuses, afin que ça soit vraiment un deal spirituel que tout le monde va accepter. D'accord. Merci beaucoup, Dr Ousmane Gueye. Merci, Dr Ousmane Gueye, directeur du SNEPS, le Service national d'éducation et d'information pour la santé. Merci également au Dr Fali Louba, spécialiste de la communication et des changements de comportement. Mesdames, Messieurs, merci à vous. C'était le Grand Journal, présenté par Barthélémy Ngom. Mise en onde, Abdoulaye Diop, régie d'antenne Pape Omar Diaw, digital, service digital Yassine. Merci. Réalisation, Eladji Ndiogou Diène, Nafissa Toussila. Bonne suite de programmes sur la radio Futur Média. Je rappelle que d'un moment à l'autre, donc, nous allons retourner à Tivaouane pour vous retransmettre directement la déclaration du Khalif général des Tidjanes via le porte-parole du jour. Merci de votre fidélité. 13h, un autre journal, ce sera avec Papa Ndiaye.